Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des fusils américains les plus connus au monde et il est sans doute une des premières armes à laquelle on pense quand on parle de la guerre du Vietnam. Mais avant de se lancer dans l'histoire du M14, un grand merci au musée de la cavalerie de Saumur qui m'accueille et qui me permet de le filmer. Et toujours un grand merci à mes tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Cette arme est souvent critiquée, et pas forcément à tort, mais il existe toujours des variantes du M14 en service aujourd'hui. Donc on va essayer de comprendre pourquoi le M14 a été adopté initialement et pourquoi son rôle a changé. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont passer presque 12 ans à chercher une arme capable de remplacer le M1 Garand. Cette nouvelle arme devait être un fusil léger, capable de tirer également en mode automatique. Le fusil devait être précis et aménagé pour une cartouche de calibre 30 ou C62 mm. Cette nouvelle arme devait faire office également de fusil entre guillemets universel, capable de remplacer évidemment le Garand, mais aussi la carabine M1 ainsi que le fusil mitrailleur Barre. Les entreprises Remington et Winchester ainsi que l'arsenal de Springfield vont alors concevoir leurs prototypes qui s'appuient tous sur une sorte de modification du M1 mais avec l'ajout d'un chargeur détachable avec une capacité supérieure aux 8 cartouches du Garand. Finalement, ce sera le prototype de Springfield qui sera sélectionné puis adopté par l'armée américaine en 1957. Ensuite, on va chercher à développer une variante fusil-mitrailleur à part entière et c'est ce qui va donner naissance au M15 qui est donc le chaînon manquant entre le M14 et le M16. Et ce M15 s'appuie évidemment sur le M14 mais avec quelques modifications pour mieux tolérer le tir en automatique avec un canon plus épais et ce canon plus épais va nécessiter un nouveau garde-main. Et on va aussi ajouter un bipied. Mais finalement, le M15, bien qu'ayant été techniquement adopté, n'entrera jamais en production. Mais revenons au M14, qui donc va être adopté dans les années 50, et ce fusil connaîtra bien sûr la guerre du Vietnam, et il cohabitera avec le fusil M16 développé par Stoner. Et ce conflit va mettre en avant les quelques défauts du M14, qui vont être son poids et surtout ses munitions. De plus, le tir en automatique peut être difficilement contrôlable à cause du recul du C62 par 51 mm. Ainsi, le M16 va le remplacer officiellement dès les années 60, mais évidemment, ces M14 ne vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Et ces armes vont alors avoir une seconde vie, surtout en tant que fusil de précision, par exemple avec la série des XM21 et plus récemment avec les versions EBR pour Enhanced Battle Rifle qui sont toujours en service aujourd'hui. Ainsi, le M14 est le fusil qui a la plus courte durée de vie en tant que fusil standard de l'infanterie, et à la fois, c'est le fusil avec la plus longue durée de vie de service, car il va continuer à être utilisé encore un petit bout de temps, je pense. Mais évidemment, ce coup-ci, les M14 et ses dérivés vont avoir un rôle bien différent du rôle initial, et j'espère un jour pouvoir filmer les différentes versions de cette arme. Mais maintenant, on va jeter un petit coup d'œil à ce M14. Le M14 est un fusil qui mesure 1,12 m et il pèse un peu plus de 4 kg non chargé, ce qui est un poids assez similaire à son prédécesseur M1. Son canon, lui, il mesure 56 cm de long et il se termine par le fameux cache-flamme qui est assez long. Sous le cache-flamme, on a évidemment le tenon pour attacher une baïonnette. Le reste de l'ergonomie est plutôt classique. Sur le côté droit, on a notre levier d'armement qui va nous permettre de manipuler la culasse. La sûreté est, elle, comme sur le M1, c'est-à-dire que c'est ce bouton qui est dans le pontet. Donc là, la sûreté est activée, et pour la désactiver, on la pousse en avant. Juste devant, on a notre bouton d'éjection du chargeur. Malheureusement, je n'ai pas le chargeur de ce M14, mais c'est un chargeur qui peut contenir jusqu'à 20 cartouches de 7,62 par 51 mm. Donc on peut alimenter l'arme, soit évidemment par le chargeur, mais on peut aussi utiliser des lames chargeurs grâce à cette encoche au-dessus. On peut voir ici un bouton qui n'existe pas, par exemple sur un M1 Garand, car ce bouton, c'est le sélecteur de tir. Et normalement, ce bouton, il pivote à 180 degrés pour choisir le mode automatique ou semi-auto.
Et en mode automatique, la cadence de tir était d'environ 700 coups par minute. Par contre, sur beaucoup de M14, et aussi sur celui-ci, ce sélecteur est soudé en position semi-automatique, car comme j'ai pu le dire tout à l'heure, le tir en mode automatique n'était pas forcément des plus contrôlables. Nos organes de visée, eux, sont très classiques pour un fusil américain de cette époque, avec un guidon qui est bien protégé par 2 oreilles de chaque côté. On a un œilleton qui va être réglable grâce à ces 2 molettes, donc on peut le régler verticalement et horizontalement. À l'arrière, on a une plaque de couche que l'on peut soulever et on peut voir une trappe pour y mettre normalement l'essentiel pour entretenir le M14. Enfin, sur le côté gauche, on a ce bouton qui est notre avertoir de culasse. Donc, on ramène la culasse en arrière, on appuie sur le bouton et on peut alors la verrouiller en arrière. Mécaniquement, le M14 est évidemment très proche de son prédécesseur M1, mais il n'est pas identique pour autant. Ainsi, il utilise une culasse rotative avec un système d'empreinte gaz qui va différer du M1 qui, lui, avait une longue pièce de manœuvre qui faisait office de piston. Sur le M14, quand l'arme est prête à tirer, on a notre cartouche dans la chambre, la culasse est verrouillée en avant et le marteau est en arrière. La puce à queue détente relâche le marteau qui vient frapper l'arrière du percuteur qui va faire saillie et déclencher le tir. Jusque-là, rien de neuf. Une partie des gaz va alors être prélevée par les vents et pousser un piston sur quelques centimètres. Et c'est ce piston qui, lui, va pousser sur cette pièce de manœuvre qui dispose d'une came qui va forcer la culasse à se déverrouiller en pivotant. S'ensuit classiquement l'extraction grâce à la griffe de l'extracteur, puis l'éjection. On peut remarquer qu'en fin de course, la culasse bascule légèrement vers le bas. Puis elle va repartir en avant grâce au ressort récupérateur situé ici. Elle va chambrer une nouvelle cartouche, puis elle va pivoter pour se verrouiller. Quand on fait basculer l'arme en automatique, on va enclencher un autre mécanisme qui s'appuie sur cette longue tige qui va être reliée au mentonnet qui intercepte le marteau après le tir. En semi-auto, le mentonnet retient le marteau qui va ensuite être intercepté par le bec de gâchette. Par contre, en automatique, quand le levier d'armement repasse totalement en avant et donc que la culasse est de nouveau verrouillée, cette encoche va tirer sur la tige qui est reliée au mentonnet qui va alors relâcher le marteau et ainsi déclencher un nouveau tir sans avoir appuyé de nouveau sur la queue de détente. Le M14 est un fusil assez iconique malgré sa brève adoption comme fusil principal de l'armée américaine avant son remplacement par le M16 et ses variantes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce fusil. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le souhaitez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.